Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 66e épisode de Dans les Gradins. Où l'épisode? J'ai vraiment envie de dire Josh au 5, S'il te plaît. En tant que grand fan des Pingouins, il faut que je dise Mario Lemieux. C'est obligatoire. Vois-tu, tu sais que Mario Lemieux, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Hein? Oui. On s'échange ça. Josh au 5, une mention honorable toutefois. Oui, grosse mention honorable. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, à cet épisode de 66, quelque chose de différent. On va passer l'épisode à se jaser de choses inédites dans le sport, c'est-à-dire comment tout le monde est capable d'un peu dévier les règlements. Manière légale. On parle pas de tricherie, on parle d'exploiter les règlements. Phil, peux-tu donc setter la table de pourquoi on a décidé de faire ça aujourd'hui? Oui, écoute, c'est un fait qu'on a appris cette semaine, une nouvelle là, qui est apparue, comme quoi Nick Kyrgios avait intégré le tableau principal au US Open. Et moi, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai sourcillé un peu. Je disais comme, OK. Et puis, c'est sûr que Nick Kyrgios, c'est un joueur qui a connu des succès dans sa carrière. Ça a été un finaliste en tournoi majeur. Donc, il y a une certaine notoriété. Parfois, les tournois vont donner des invitations comme ça à des joueurs qui, justement, ont acquis un certain statut. Mais dans son cas, c'est en raison d'un protected ranking qui est c'est quelque chose qu'on a implémenté au tennis. Ça fait en sorte qu'un joueur qui a subi une blessure de longue durée peut réintégrer le classement et donc un tableau d'un grand tournoi, par exemple, au même rang où il était avant sa blessure. Ouais. Dans le cas de Kyrgios, c'était 21e. Et puis, les histoires de blessures de Kyrgios, ça dure quand même. Je sais pas exactement. Après Wimbledon en 2022 contre Djokovic, il a joué un peu et par la suite, là, il a commencé à avoir des problèmes au niveau de son bras. Là, et puis, on l'a pas trop revu. Il a fait des apparitions. Ce qui me confond là-dedans, c'est qu'il a fait des apparitions passagères. Comme il est allé, à un moment donné, je pense que c'était à Wuhan peut-être, ou quelque chose comme ça. Des petits tournois ici et là. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, je pense que c'est ça. Ce qui m'avait confus un peu, c'est que je me suis dit, là, à ce moment-là, son protected ranking devrait être effacé. Ouais. Mais comme ces tournois-là, c'est des tournois de petite envergure, je me dis peut-être qu'ils l'ont juste invité et qu'il n'y a pas eu besoin d'activer son protected ranking, justement. Donc, c'est sûrement pour ça. Là. Ouais. J'ai pas tous les détails, c'est encore un peu étrange dans ma tête, mais ça fait en sorte que même des joueuses comme Petra Kvitova aussi, qui a un nom que j'ai pas entendu depuis des lunes, Mathieu. Ouais. Elle va réintégrer aussi le US 14e en plus, stade de série. Au 14e rang aussi. Ça, c'est un tableau favorable, là, 14e stade de série. Puis ça permet à ces joueuses et joueurs-là, dont on ne connaît pas le niveau actuel, de réintégrer un tableau dans une position favorable parce qu'ils sont des joueurs, des joueuses des tables de série. Puis ça leur donne des adversaires favorables pour les premières, deuxième, troisième rondes. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un peu... Puis c'est un règlement qui est... On peut... c'est exploitable, certes. C'est exploitable. Puis je sais pas... Si Fed revient, là. 8e tête de série. C'est ça, là. Mais je sais pas s'il y a comme... D'après moi, il devrait avoir une durée maximale. Là. À un moment donné, ça devrait expirer. C'est protected ranking. Là. Je ne sais pas par rapport à ça. J'ai pas l'information. Mais je trouve que des fois, ça s'étire un peu trop, là, ces histoires-là. Et l'affaire, c'est que ça peut désavantager des joueurs, des joueuses qui sont plus loin dans le classement. Puis que ça peut faire la différence pour un autre joueur. Le joueur qui est juste... Qui est 32e. Sur la bubble. Ouais. Non, pas 30... 32e, oui, mais comme plus que ça même, comme le joueur qui est juste sur la bubble entre être invité et passer par les qualifications. À cause de Kyrgios, qui va revenir dans le tableau, lui, il se fait bumper aux qualifications. Ça a un incidence sur lui. On ne sait pas si Kyrgios est même meilleur que ce gars-là qui est 80... Sûrement, là. Blessé, qui sait. OK. Anyway. Mais en tout cas, table est mise. Merci, Philippe. Ça, c'est la table qu'on s'est donnée pour, justement, vous donner pas notre top 5, mais 5 cas où, justement, ces règlements-là ont été exploités, soit dans peu importe le sport
que tu voudrais imaginer. J'ai essayé d'y aller un peu vague. J'ai 3 sports différents dans mon top 5. OK. Je souhaite qu'on n'ait pas le même. J'assume que non, mais bon, on va voir. Je vais commencer côté hockey. Je vais mettre la table avec le plus grand tricheur de l'histoire, Roger Neilson, l'entraîneur-chef, qui d'ailleurs n'a pas eu vraiment de succès dans la Ligue nationale de hockey. Il faut qu'on détermine quelque chose aussi avant. Oui. Comme si on a des points en commun, est-ce que on en parle ensemble? On les avoue en même temps? Comme... Fait que t'as Roger Neilson aussi? Oui. Ben, t'as pas le choix. Mais pas 5e. Ah non, OK. Quoique mon ordre est un peu aléatoire. Ouais, moi aussi, il est assez aléatoire. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas un top 5, c'est plus 5 cas que je lance dans l'univers. Je vais en parler avec toi parce que j'ai fait un peu de recherche. Ce gars-là, il a... Mais c'est pas un tricheur, c'est un savant. Ah, c'est un devin. Ouais. Ce gars-là a changé carrément l'idée d'être un entraîneur-chef parce qu'il faisait tout pour gagner. Aussi coacher des équipes comme les Canucks de Vancouver qui accumulaient des milliers de centaines de minutes de pénalité par année, avec notamment Dave Tiger Williams dans son alignement. Mais a commencé en 68 avec les Peets de Peterborough dans la OHL, dans la Ligue ontarienne. Puis dès sa première année... Et à l'époque, je pense. Non, c'était toujours la OHL à l'époque, si je ne me trompe pas. La OHL, c'était différent. Je crois que j'avais vu OHL, je sais pas. Fort possible qu'il a fait les deux, par exemple. Mais écoute, là, si je ne me trompe pas, c'est possible qu'il y ait aussi. Mais dès sa première année, ça n'a pas pris de temps qu'il a déjà changé les règles, le cher Roger Neilson, puisqu'en 1968, dans un match qui les opposait, son équipe, les Peets, aux Marlboros de Toronto, il a décidé de faire quelque chose d'inusité dans un tir de barrage. Je vous explique. De nos jours, un tir de barrage, c'est assez simple. Tu sais, t'as le lanceur et le gardien. Pas plus compliqué que ça, c'est 1 contre 1. Jadis, la règle disait seulement que tu devais envoyer un joueur sur la glace pour affronter un autre joueur en situation d'1 contre 1. Et le bon vieux Roger Neilson... Un patineur, ouais. Le bon vieux Roger Neilson, il dit « Non! » Toi, tu t'en vas pas là. Retire son gardien Pete Kostek. Va mettre le défenseur Ron Stackhouse pour courir après le joueur adverse et l'empêcher de tirer. Et tu sais quoi? Ça a fonctionné. Frank Hamill, le lanceur de l'autre bord, devait être mal effrayable avec le bon vieux Ron Stackhouse qui court après. Et bon, cette séquence-là qui a fonctionné pour Neilson. Et c'est le cas de le dire que le règlement a changé. J'ai pas pu trouver la date de quand ce règlement-là a changé. Même personnellement, j'ai 4 choses que Roger Neilson a faites, moi, sur ma liste, parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'était la première, je pense, une des plus impressionnantes. Je vais te laisser enchaîner peut-être avec une autre chose, parce que j'assume que tu n'en as pas juste une non plus. Là. Ouais. Non, écoute, Roger Neilson, c'était un devin, ce gars. Non, c'était un artiste des supercheries, comme je te dirais. Yeah. Et puis, ça, je pense que celle que tu as nommée là, c'est quand même... la plus notoire, je pense. Ah non. Écoute, pour moi, il a fait pire, là. Pour moi, ça, c'est statut légendaire. Il a fait pire. Comme connerie, mais en tout cas, oui, Roger Neilson, quand même. C'est un personnage, il n'y a pas à dire. On le surnommait aussi Captain Video, parce que c'était un des premiers à utiliser cet outil-là qui était la vidéo. Il n'y avait pas les reprises à l'époque, bien entendu, là, mais ça servait beaucoup des tapes là, pour observer le jeu des adversaires, puis étudier aussi justement l'opposition. Un micro aussi, hein, avec ses assistants coach, le premier à l'introduire ça dans la vie. Rulebook Roger aussi, un des noms qu'on lui, qu'on lui a attribué. J'ai vu Captain Vidéo, je peux vu Rulebook Roger. Et puis, écoute, pour nommer un autre des incidents là, impliquant le fameux Roger Neilson, il y a une situation, alors qu'il était toujours dans les ligues mineures là, comme coach, où son équipe était en situation de 5 contre 3. Oui, ça c'est pire. En double désavantage numérique, donc. Et puis, c'était fin de match là, aussi, et l'équipe qui menait par un but. Donc, on était prêt à tout là, du côté de Roger Neilson et littéralement à tout pour protéger cette avance-là. Et puis, Roger s'est dit, bon,
déjà à 5 contre 3, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Il ne peut pas me mettre à 5 contre 2. Non, non, ça le règlement. Ça arrête à 3. C'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est dit, qu'est-ce qu'ils vont donc faire si j'envoie un gars sur la glace à tous les 10 secondes? Ouais. Et se met à faire pleuvoir des joueurs du banc, envoie à répétition des joueurs dans la mêlée, alors que, bien sûr, il ne peut pas excéder la limite imposée de 3 joueurs sur la patinoire, mais le fait très volontairement. Ouais. Il y a 4 joueurs sur la patinoire, les arbitres ne comprennent plus ce qui se passe. Évidemment, le sifflet qui se fait entendre, et puis le même processus qui se répète indéfiniment jusqu'à ce que le match expire, le temps expire, le chrono affiche 0. Et puis Roger Neilson qui s'en tire comme ça en faisant envoyer des joueurs au cachot volontairement. Sache que sauve le match comme ça. Tu peux plus faire ça de nos jours. Ça donnerait un tir de pénalité à l'équipe adverse. Exactement, un tir de pénalité. Mais ça, je pense que c'est pire. Et encore pire que ça, je sais pas si tu l'as vu, celle-là, dernière chose pour notre bon vieux Roger Neilson. Au hockey, là, des fois, tu sais, en fin de première période, il reste 2-3 secondes, tu te dis, j'enlève mon gardien, puis je vais mettre un attaquant de plus sur la glace, essayer d'avoir un but rapide, tu sais. Tout le monde fait ça en fin de match, ou en fin de match notamment d'ailleurs. Tout le monde fait ça. Et habituellement, c'est difficile pour l'équipe adverse d'avoir un bon lancer sur la cage adverse, surtout de loin comme ça, c'est déjà assez difficile. Mais l'envoyer dans la cage adverse, c'est déjà un exploit quasiment quand il reste peu de temps. Mais imagine le faire avec un bâton de gardien qui chill dans la cage. Parce que jadis, il n'y avait pas de règlement pour mettre le bon vieux bâton du gardien. Tu peux retirer le gardien et laisser son bâton là. Et ça l'a privé un but carrément. Et tu sais quoi, Phil? Le mois d'après, c'est un règlement dans la Ligue nationale de hockey. Tu ne peux pas mettre ton bâton dans la cage, sinon but il y aura sur la patinoire. Écoute, il fallait que quelqu'un y pense. C'est juste incroyable. Le gardien va venir au banc, mais est-ce que son bâton va le suivre? C'est encore plus drôle que ça aurait pu arriver, que ça aurait été un but qui aurait compté, mais ça l'a pas compté parce qu'il n'y avait rien de ça dans les règles. C'est juste hilarant, ce stuff-là. Pour vrai, la recherche sur Roger Neilson m'a fait brailler de rire. C'est du n'importe quoi. Et là, à partir de tout ça, tu peux rentrer dans des choses un peu plus sérieuses qui ont vraiment changé l'histoire du sport. À cause de cet homme, singulièrement de cet homme, il y a 3 règlements de la Ligue nationale de hockey qui ont dû être changés. Peux-tu imaginer comment il faut vraiment que tu sois... Il jouait pas, là. C'est comme... Non. C'est pas un joueur. D'habitude, c'est les joueurs. C'est un coach. Oui, c'était un coach, un pur coach. Il y a eu une très brève carrière de hockey comme gardien de but, je pense. Toujours les gardiens de but, bizarrement. Tout le temps, ils regardent tout. Ces idées-là, ces espèces de petites... caillots de cerveau. Ou des fissures là, dans le match, des affaires comme ça, des failles. Là. Mais je pense que comme gardien, tu as beaucoup de temps pour rester derrière puis regarder le jeu puis apprécier qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, dans le fond, pour moi, Roger Neilson, c'est juste comme un cerveau qui arrête jamais de tourner puis qui essaye de trouver justement les moindres choses à exploiter. Je suis d'accord. Puis c'est juste... C'est du bonbon. C'est spécial, c'est du bonbon. Roger Neilson, en passant, qui a une bonne carrière quand même de coach, qui n'a jamais gagné vraiment la coupe. Il est en finale en 82 puis ça s'arrête là. Il a gagné avec les Peets, par exemple. C'est possible. Oui, c'est vrai. Sinon, jamais gagné la coupe et malgré ça, s'est retrouvé dans le temple de la renommée du hockey. Rulebook Rog. Ouais, Hockey Hall of Fame, donc faut le faire quand même. Rulebook Roger. Deuxième sur ta liste. Tout un homme. Moi je l'avais mis premier là. Neilson. C'est correct. Pour moi, parce que je comprends. c'était juste fantastique ces histoires là, ces périples. Je vais continuer mon 5e aussi, je suppose. Moi je te passe ça, Mathieu, avec le Nichtangriffspakt. Minou! Le Nichtangriffspakt von Gijon, pour être plus précis. Et ça se passe en 1982, lors de la Coupe du monde de foot.
de soccer. OK, oui. Et puis, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Est qui affronte l'Autriche lors de cette Coupe du Monde de 82. Et on est au dernier match de la phase de poule, donc les round robin, là, comme on dit. Et puis, c'est le match qui s'amorce. Et puis, il y a Horst Hrubesch qui va donner les devants à l'Allemagne assez tôt dans le match. Ça se fait là, dans les premières minutes. Et c'est là que la rencontre va prendre une tournure inattendue parce que il y a deux équipes qui sont bien informées du système de pointage et qui décident de rendre les armes tout à coup. Et par rendre les armes, je veux dire que ce sont littéralement mises à échanger le ballon à la mi-terrain jusqu'à l'expiration du chrono. Okay? Il se faisait juste des passes. Il n'y avait aucune forme d'agression, aucune tentative de reprendre la possession du ballon, sauf si c'était volontaire. Et puis, la raison est simple, c'est parce que une victoire de 1-0 de l'Allemagne permettait aux deux clubs d'avancer. Donc, on s'est dit... pourquoi essayer davantage? Évidemment, les fans, les commentateurs, Mathieu, sont furieux. J'ai un commentaire un match comme ça. Je te jure. Eberhard Staniek, qui était commentateur allemand à l'époque, abandonne le micro. Je peux bien croire. Il dit, moi, je suis tanné. C'est pas vrai que je vais commenter un match où les équipes compétitionnent même pas. Ouais. Il se dit, I'm done. Lâche le micro. Il n'y a plus rien, silence radio, et puis les joueurs continuent de s'échanger le ballon comme ça jusqu'à l'expiration du chrono, comme je le disais. Et puis, les grands perdants dans tout ça, ce sont les joueurs de l'Algérie qui étaient la prochaine équipe qui avait une chance d'avancer. Puis d'ailleurs, l'équipe aussi qui va faire appel, l'équipe de l'Algérie, auprès de la fédération là, en charge. Et puis, appel qui sera en vain. Il y a personne qui a fondamentalement triché. Donc, c'est ça. Les deux équipes qui vont progresser au prochain tour. D'ailleurs, il y avait une citation du coach allemand, Jupp Derwal, qui allait comme ceci. On voulait progresser au prochain stade, pas jouer du foot. Il l'a littéralement admis. Wow! C'était c'est noir sur blanc. Et finalement, écoute, qu'est-ce qu'on peut y faire si les deux équipes veulent pas jouer? Et depuis l'époque, les troisièmes matchs de la phase des poules sont joués simultanément maintenant pour empêcher justement ce genre de scénario-là où des équipes peuvent chercher un résultat commun pour progresser au prochain tour. Donc, c'était ça. Le Nicht-Angriffspakt von Gijon, ou en français, le pacte de non-agression à Gijon. C'est 1982. C'est excellent. C'est excellent. Jamais je ne commenterai un match comme ça non plus. Le silence serait long en Boswell. Non. Tu veux pas me donner une forme de divertissement? Non, oublie ça, je te perds. Phil, le deuxième que j'ai est aussi par rapport au hockey, le dernier d'ailleurs que j'ai par rapport au hockey. Ce n'est pas quelque chose qui donc on n'a rien en commun ici. Good. Pas vraiment quelque chose qui enfreint les lois tant que ça, peu importe. C'est juste quelque chose qui a révolutionné largement le sport. Tu sais, dans les années 60 au hockey, je dis tu sais comme si ça fait 2 jours, là, t'avais des énormes duos dans la ligue, tu sais, Dave Keon et Red Kelly, Gordie Howe et Ted Lindsay, des choses comme ça, Jean-Béliveau-Henri Richard, Andy Bathgate et Rod Gilbert, Johnny Busick, Phil Esposito dans la fin des années 60. Mais à Chicago avait le plus grand duo de ces années-là, Stan Mikita et Bobby Hall. C'est un duo qui émergeait tranquillement dans la ligue dans le début des années 60. Rien de trop fou. On arrive 60-61, ça marque presque 1 point par match. Ça domine pas nécessairement le circuit, mais ça fait très bien quand même. Mais en 1962, c'est là où tout change, Philippe, parce que dans un entraînement à Chicago, Stan Mikita qui va à semi-briser sa palette en pratique et continuer de l'utiliser, la palette qui avait une petite forme en V, et va l'utiliser et va remarquer assez vite, merci, que la rondelle décolle pas à peu près quand sa palette est mise en V. Et lui, justement, Bobby Hall, qui étaient les deux stars de cette équipe-là, puis c'était même
pas proche, ont donc figuré que le bâton pouvait être courbé et avoir beaucoup plus de puissance grâce à ça. Ces deux derniers-là qui ont donc passé du temps à faire ce qu'on faisait avec des mini-sticks dans le temps, les mettre sous l'eau chaude. Pour ensuite... Moi, c'était sur le poêle. Sur le poêle? Direct sur le poêle. Mon Dieu! Nous, c'était dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante. Fait qu'il imbibait le bâton d'eau bouillante, puis il le mettait sous, justement, une porte pour que le bâton soit courbé pour le match du lendemain. Le reste est de l'histoire, Phil. Puis justement, à partir de 62, ces deux-là qui ont été dans le top 10 des points pour 8 années consécutives jusqu'en 70, dont 3 fois où ils ont été 1 et 2, ça l'a changé comme tu le vois là. Mais qui était passe de 77 à 95 points grâce à une palette qui était courbée. Justement, 8 ans après, la Ligue a dit, bon, c'est assez. On va restreindre la courbe à 1 pouce, puis ensuite un demi-pouce, là où on se situe à peu près aujourd'hui aussi. Ça, c'est un peu le dernier que j'avais parce que c'est juste révolutionnaire. Ça n'enfreint pas la règle, mais c'est drôle comment ça s'est passé. J'ai aussi lu quand j'étais jeune que Bobby Hall, quand il avait sa palette courbée, s'amusait à lancer des rondelles de l'estrade jusque dans le filet adverse avec sa palette courbée et il avait du plaisir. Bobby Hall, soit dit en passant, aurait été le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue si c'était pas du fait qu'il avait été joué dans une autre ligue qui est la WHA, la ligue où Gretzky était à ses débuts avec Indianapolis et tout. Gordie Howe était là aussi. S'il avait resté dans la NHL, Bobby Hall aurait probablement été le meilleur buteur de l'histoire de la ligue, mais il l'a pas été. A révolutionné toutefois cette ligue. Il a aussi donné la coupe en 93 à Montréal. C'est à cause de lui, ça. Oui, excellent ça, Mathieu, la fameuse palette courbée. Oui, j'y avais pensé aussi. Je suis content que tu l'as mis. Finalement, je suis allé ailleurs, mais c'était digne de mention, certainement. Absolument. Pour Bobby Hall, moi, Mathieu, j'y vais encore du côté football européen. Oh. Et puis, est-ce que Steve Watson... Non! Mathieu, il est là, c'est le prochain! Il est sur ta liste. J'étais tellement content d'en parler en plus. Moi aussi c'est si drôle. Je suis fier de cette découverte. C'est une pépite, Steve Watson. Mais on peut en parler ensemble, bien entendu, Mathieu. Le Steve Watson throw-in. OK, fait que le seul moment au football européen, au soccer, où un joueur qui n'est pas le gardien a le droit de toucher à la balle avec ses mains, c'est lors du throw-in. C'est quoi en français? C'est une rentrée de touche. Entrée de touche. Ouais. OK, exact. Toi qui fais un peu de description sportive de soccer, moi j'étais, franchement, je savais pas le terme, fait que je suis content que tu sois là. Oui, donc, ou dans des cas exceptionnels comme The Hand of God, là, mais bon, ça c'est autre chose. Diego, c'est de la tricherie, là, on n'exploite pas rien. Ça, on n'en parle pas. Mais légalement, le seul moment où un joueur peut toucher au ballon avec ses mains, sans être le gardien de but, c'est justement lors de l'entrée de touche. Et puis, ce qu'il faut savoir sur les entrées de touche, c'est qu'il y a 3 règles principales à suivre. Le joueur doit faire face au terrain, doit avoir les pieds derrière ou sur la ligne au moment de lâcher le ballon et utiliser ses 2 mains en suivant une trajectoire qui commence derrière la tête puis qui passe par-dessus la tête par la suite. Donc, ce sont les 3 principaux critères à suivre. Autrement, on est plus ou moins libre de faire ce qu'on veut. Mais déjà là, ça te donne quand même pas mal une bonne base. Là. C'est difficile de dévier de ça. C'est que 3 règles, mais c'est 3 règles qui sont assez efficaces là, dans leur application. Et puis, Steve Watson, donc, lui, va se demander comment il peut peut-être là, jouer un peu avec ces règles-là, justement. C'est le dernier match de la saison 90-91. Steve Watson a 16 ans à l'époque, c'est un adolescent. Et puis, se présente avec Newcastle, qui est son équipe de l'époque, et il est désigné pour un throw-in. Et là, Mathieu, c'est là qu'il va faire quelque chose qui n'avait jusque-là jamais été vu dans les ligues professionnelles, certainement. Il effectue un salto avant. Donc, un bon vieux somersault. Un bon vieux flip pour s'élancer. Et puis, tout en se conformant aux règles établies, c'est ça qui est étonnant, et ainsi va
carrément décupler la distance ou voyager par la balle parce qu'évidemment, on se donne beaucoup plus de momentum et est en mesure de projeter la balle non seulement en utilisant ses bras, mais carrément tout son corps. Il y a tout le momentum de son corps qui est investi dans le ballon. Et écoute, il vient de créer une véritable arme offensive. Ah, c'est parce fou, que il peut garrocher la balle littéralement dans la crease d'à peu près n'importe où. Ah ouais. Et c'est presque l'équivalent d'un corner kick. Oui, c'est ça que c'est aussi. aussi. À peu près ce niveau-là de puissance. Et puis, ça deviendra donc un peu sa marque de commerce et successivement un cauchemar pour la défensive ennemie, je veux dire. Ça devait pas être le fun de dealer avec ça. Mm-hmm. T'as un gars qui se met sur la ligne de côté et qui est capable de te garrocher des balles dans la face du gardien. C'est un problème. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Il y a du monde qui sont... Steve Watson, oui, il l'était, mais encore d'aujourd'hui, il y a du monde qui sont des spécialistes de la rentrée de touche qui vont être sur le terrain pour justement envoyer le ballon dans la surface de réparation. Mais Steve Watson qui a révolu... Il y a beaucoup. Il y a des instances d'aujourd'hui où ça l'arrive encore. C'est pas juste une chose qui arrive une fois puis ça finit là. J'ai vu des clips sur YouTube. Ah, c'est lamentable. Il y avait des buts qui étaient marqués par des entrées de touche. Oui. Carrément, comme la balle était garochée vers le gardien. Le gardien a sauté, touché la balle, rentré dans le filet. Oui. C'est illégal s'il touche pas. Mais s'il touche, oublie ça, c'est terminé. Mais oui, c'était super. J'ai vu ça aussi. D'ailleurs, toujours légal de nos jours. Fait que c'est tout le temps bien quand tu navigues. C'est difficile. Comme si c'était plus facile à puller off, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de monde qui l'utiliserait parce que c'est comme un énorme atout. Mais comme la motion est pas facile à faire, là, fait que c'est pour ça qu'on ne le voit probablement pas souvent. Mais tu sais, s'il y a une équipe qui voudrait se trouver comme un spécialiste des somersault throw-in, honnêtement, ça pourrait être un facteur déterminant dans ce match. Ça serait tellement déterminant, c'est l'enfer. Oui. Le prochain que j'ai à t'offrir, Phil, il en manque 2 de nos côtés. Les 2 derniers, pour moi, sont au basketball. Je sais pas, j'assume pas de basketball sur ta liste? No. Ooh, no. Good. Ça sera 4 différents. Le premier que je te propose, Phil, c'est le Hack-a-Shack au basketball. Je sais pas si tu connais le Hack-a-Shack. C'est révolutionnaire, le Hack-a-Shack. Oui. C'est... OK, oui. C'est comme... Ouais, je pense que je vais te laisser... Je vais vous expliquer. L'idée étant que le hack-a-shack, c'est pas compliqué. C'est de fauter, donc créer volontairement une faute au pire lanceur de lancer franc de l'autre côté quand tu veux pour le forcer à aller à la ligne pour ensuite récupérer le ballon en espérant qu'il en marque au maximum 1, ce qui donne le ballon, la possession et une chance de remonter si c'était un déficit ou juste avoir la balle en général. Le nom Hack-a-Shack est là parce qu'on l'utilisait souvent avec Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, qui est un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps, mais était terrible à la ligue de lancer franc. Marquait seulement que 52,7% de ses lancers à la ligne. Et donc, l'idée était que si on était dans une situation où on voulait la possession immédiatement, t'envoyais quelqu'un de random sur le terrain qui allait juste tapoter Shaq un peu partout, qui allait sortir la faute et allait justement forcer Shaq à la ligne de lancer franc pour quelques lancers en espérant qu'il n'en marque qu'un. Sache que ça a fonctionné et tout ça était bien. Ça existe encore, cette règle-là, mais elle a été changée. Sache que le Hack-a-Shack a été utilisé en premier lieu, pas sur Shaq, mais a été utilisé par l'entraîneur Don Nelson, qui est proche en Boswell de l'autre Nielsen, envers Dennis Rodman des Bulls de Chicago en 1997, son cousin lointain. Et, oh mon Dieu, un des plus grands clips de l'histoire face au Hack-a-Shack, c'est hilarant. L'entraîneur-chef, mon Dieu, selon plusieurs, le meilleur entraîneur-chef de l'histoire du basketball, Greg Popovich, ancien entraîneur-chef des Spurs de San Antonio, a décidé de faire un Hack-a-Shack surprise en 2008, match 5 en séries éliminatoires de la NBA entre les Suns et les Spurs. C'est un clip qui était viral. Greg Popovich a envoyé quelqu'un de son banc, peut-être le 13e joueur de son équipe, dès le début du match.
La seconde que les Suns ont remporté le tip-in, il a été fauté Shaq. Shaq a pas réussi à avoir ses 2 lancers francs, a eu la possession du ballon. C'est une possession qui est gratuite et a donc enchaîné le match comme ça. De nos jours, malheureusement, le hack à Shaq ne fonctionne pas nécessairement parce qu'en plus d'avoir les lancers francs, l'équipe va avoir possession du ballon et donc tu ne peux pas abuser de ce système-là, n'est plus utilisé de nos jours. Mais jadis, c'était une excellente manière de juste avoir possession du ballon facilement. Et je trouvais ça ingénieux là, de la part de Don Nelson. Stratégie qui a été... le pauvre Shaq. Es-tu d'accord avec le changement de règlement? Absolument. Ouais, okay, absolument. C'est tellement facile. Genre, c'est Phil, t'es pas bon d'aller lancer franc. Moi, je chatouille un peu, je vais avoir possession du ballon, puis c'est fini. En fin de match, c'est critique, ce genre d'affaire-là. Mais non, ce règlement-là, je suis content qu'on l'a changé parce que c'était tellement abusé. Je me oh aussi, my le God. bon hack à Shaq. Ça sonne bien. Ça sonne très bien, le hack à Shaq. Shaq l'aimait pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais il y avait d'autres talents. Oh, il y avait des noms. Ouais. Imagine ce qu'il avait rentré ses lancers francs. Cet homme-là serait inarrêtable. Les lancers francs, est-ce que ça compte dans ton total de points? Absolument. Je suis pas, moi, basket. Ben non, c'est correct. Pas avancé, là, mais OK. Oui, donc, moi, j'enchaîne ça, Mathieu, avec le Tsitsipas Toilet Gate. Oh God, OK. Oui, et ça, c'est quelque chose pour moi qui devait se retrouver dans ma liste parce que j'ai une petite haine personnelle, une petite vengeance dans mon cœur pour Stefanos Tsitsipas. Comme tous. Oui, parce qu'on l'aime pas, Stefanos Tsitsipas. Et puis, en 2021, il joue ce que je considérais comme pas mal le meilleur tennis de sa carrière, 2021-2022. C'était ses meilleures années jusqu'à preuve du contraire. Et vraiment, ça va bien sur le tour, mais il fait de façon un peu controversée, le Stefanos Tsitsipas. Après quelques défaites consécutives, il s'est mis à quitter le terrain entre les manches de façon assez fréquente, de façon assez longue aussi. Et c'est ça qui déplaît beaucoup à ses adversaires. Typiquement, les joueurs vont quitter le terrain parfois après les sets, c'est assez fréquent. Parfois, ils ne vont pas le faire aussi, ils vont choisir de rester présents sur le court. Mais c'est quelque chose qui se fait habituellement en 3-4 minutes. On est d'accord, là. Parce que les 2 raisons, il n'y a que 2 raisons qui sont permises pour quitter le terrain. Puis c'est 3 si on compte comme les services médicaux. Là. Ça, c'est autre chose. Mais pour quitter le terrain, généralement, les 2 raisons, c'est si on doit aller à la toilette ou si on doit changer de vêtements. C'est ça les 2 raisons qui sont admises dans les règles du jeu. Et puis, Tsitsipas, lui, va se mettre à quitter le terrain en... Bon, son prétexte, c'est qu'il doit se changer et qu'il doit aller à la toilette. Mais à un moment donné, te changer, là, si ça te prend plus que 2 minutes, là, comme... Ça commence à être un peu louche. Et puis, dans le cas de Tsitsipas, on avoisine souvent les 10 minutes entre les sets. Et puis, naturellement, il y a ses adversaires qui restent sur le terrain, qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-dedans. Y a-tu une diarrhée explosive? C'est cool. Regarde, tu peux pas assumer. Hein? Non, mais je veux dire, c'est tous les matchs. Comme, ça peut arriver une fois, puis c'est correct. Si un joueur doit quitter le terrain pendant 10 minutes, une fois, ça arrive 1-2 fois dans une carrière, ça se peut. Peut-être qu'il y avait justement des problèmes d'estomac ou quelque chose comme ça. Mais dans le cas de Tsitsipas, ça devient un comportement qui est répétitif. Sauf que à sa défense, les règles sont floues. Parce que oui, ce qu'on dit, c'est qu'on peut quitter le terrain pour aller à la toilette ou se changer. Et le point qui porte à confusion, c'est qu'on peut le faire pour une durée jugée raisonnable. Maintenant, c'est quoi une durée jugée raisonnable? Et qui juge cette durée-là? Qui juge cette durée-là? Pour Tsitsipas, ça peut être une durée raisonnable. Pour l'autre joueur qui est sur le terrain, ce n'est pas une durée raisonnable du tout. Et l'arbitre aussi, qui a un peu les mains liées, parce que il peut pas vraiment le fauter, parce qu'il n'est pas en train de faire quoi que ce soit qui est explicitement illégal.
Et puis, il y a plusieurs incidents isolés là, qui se sont produits par rapport à ça. J'ai choisi d'en parler d'un qui est resté vraiment sur mon cœur, là, parce qu'à Cincinnati, en 2021, alors qu'il faisait face à Félix Auger-Aliassime en quart de finale, c'est un ATP 1000 Cincinnati, il part après un deuxième set où il avait choqué 2 balles de match, pardon. Et puis, va passer 10 minutes à la toilette pour ensuite revenir gagner le troisième set 6-1. Et c'est bien vidé. Hein. Évidemment, Félix Auger-Aliassime qui pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 10 minutes? Est-ce qu'il est simplement en train de se changer? On voit son papa, qui est aussi son coach, dans les estrades en train de texter. Est-ce qu'il est en train de donner du advice, du coaching à son fils? Fort probablement. Ouais, probablement. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout, surtout qu'on connaît son passé aussi de plier un peu les règles comme ça. Et puis, voilà. Donc, ça s'est produit. Il y a eu plusieurs incidents. Le point culminant de tout ça, c'était sûrement face à Andy Murray au US Open. Vraiment, c'est Murray qui a été peut-être le plus verbal là, par rapport à tout ça. Vraiment, un grand champion comme ça aime pas se faire jouer des petits tours de passe-passe comme ça. Et puis, il est furieux. Il accuse directement Stefanos Tsitsipas de tricher. Il va publier aussi un tweet où il va dire que Jeff Bezos peut se rendre plus rapidement en espace que Stefanos Tsitsipas peut aller à la toilette. Ça, c'est drôle. Et puis, justement, il y a toutes sortes d'accusations comme ça qui sont dirigées vers lui. Et puis finalement, en novembre 2021, les règles vont changer. On va dire qu'il y a 3 minutes maximum pour aller à la toilette ou 5 minutes si on doit aller à la toilette et se changer. Donc, plus de niaisage, plus d'affaires de durée raisonnable. Et puis, Tsitsipas, ça a été la fin là, de cette saga-là, le fameux Toilet Gate Tsitsipas, période qui m'a largement frustré. Et je suis content que les livres soient fermés là-dessus. Et depuis, lui aussi, les livres fermés parce qu'il ne gagne plus rien. Oui, on est d'accord. Mon dernier individu qui va un peu enfreindre les règles et plus profiter des règles et de son size. Wilt Chamberlain, t'as déjà entendu le nom? Wilt Chamberlain est possiblement le joueur le plus... Moi, je pourrais expliquer ça, là. Douteux de l'histoire de la NBA. Est-ce qu'il a réellement marqué 100 points dans un match? Qui était Wilt Chamberlain? Comment il accumulait ses points? Eh bien, je vais te l'expliquer là. C'est le temps de le dire, c'est le temps de dénoncer la chose. Wilt Chamberlain est la raison pourquoi le goaltending offensif existe. Dans le fond, ce que Wilt Chamberlain faisait et que personne mentionne, c'est qu'à chaque fois que son coéquipier allait lancer le ballon, lui, l'énorme colosse, va juste prendre le ballon avant qu'il rentre dans le filet et le mettre dans le panier. C'est stupide et ça fonctionne comme ça. 31 419 points. Je te dirais pas combien d'eux autres ont été faits par goaltending, mais ça doit être un montant lamentable, sachant qu'il, en moyenne, marquait 50 points en 1962. Ça fait aucun sens. Et là, tout le monde dit un match peu légitime de 100 points. Je te dis, si je pouvais aussi me mettre ma main devant un panier et juste dunker des balles que mes coéquipiers lancent et donc leur donner 2 points par match, je le ferais aussi. Je suis juste c'est genre créer un monstre dans NBA 2K, genre un gars de 8 pieds 9 pouces qui va juste tout dunker ce qui est donné à lui. C'est presque un alley-oop rendu là. J'ai vu le meme de comme le joueur comme tout droit sorti de Chelyabinsk ou quelque chose comme ça. Puis il y a comme non mais c'est parce qu'il y avait eu comme l'explosion nucléaire. Ouais. Puis il est comme surdimensionné, il y a comme des de grands bras comme des non, j'ai pas vu ça. Ça me fait penser à ça. C'est probablement Wilt Chamberlain. C'est ça. La règle du goaltending qui est largement qui est pas compliquée. Dans le fond, tu ne peux pas influencer la trajectoire de la balle qui semble se diriger vers le panier, chose que Wilt a faite pendant un bon 3-4 ans. Puis côté défensif, c'était déjà établi là, du goaltending, mais juste de l'autre côté de la balle, défensivement, George Mikan qui était trop fort. On a dit non, on veut plus ça. On fait une règle de goaltending défensif en 44
qui est 15 ans, mon Dieu, ouais, moins plus que ça, 17 ans avant. Et tout d'un coup, en 1961, on se dit, bon, faut arrêter Wilt Chamberlain, qui ça faisait en passant 2 ans, qui était dans la ligue. Faut l'arrêter, faut faire quelque chose. Le vote a été presque unanime, 7-1. Le seul qui n'a pas voté pour, c'était la personne qui avait Wilt Chamberlain dans son équipe. Tu l'auras deviné, le DG des Warriors de Philadelphie jadis. Mais ça, c'était, je pense, une des choses les plus exploitables. Et ne vous demandez pas si Wilt a fait 100 points dans un match. Wilt a fait 100 points dans un match. Ouais. C'est pas compliqué. Moi, Mathieu, je te termine ça avec Dick Forsberry. Mathieu. Comment tu l'as appelé? Dick Forsberry. Forsberry, hein? Oui. Okay. Et puis, Dick Forsberry, qui est un athlète de saut en hauteur. Puis ce qui est intéressant avec le saut en hauteur, Mathieu, c'est que ce sport-là est d'une étonnante simplicité. Comme il faut passer on est d'accord, le saut en hauteur, c'est passer par-dessus une barre sans la faire tomber. C'est littéralement tout ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a aucune sorte de direction ou de directive par rapport à comment passer par-dessus la barre. Et puis, moi, j'ai pensé que ça s'était toujours fait de la même façon. Comme peut-être c'était naïf de ma part, mais je me suis dit, bon, il y a une façon assez intuitive de le faire. Mais pourtant, c'était pas nécessairement le cas. Donc, comment on s'y prend, ça reste complètement à la discrétion de l'athlète. Et il y a eu plusieurs méthodes au fil du temps. Parmi les méthodes primitives, là, les premières méthodes, il y avait le ciseau, où on faisait comme une espèce de... C'était une jambe qui partait en premier, puis l'autre qui suivait. Okay. C'était comme une espèce de mouvement... Je me demande comment ça t'aide, mais que veux-tu? Ouais, mais c'était... Vas-y, hein? C'était c'est comme ça qu'on s'y prenait. Couper l'air. Il y a eu comme le straddle aussi que je... Pour pas démontrer, je ne sais pas exactement comment ça se passait. Et quelque chose qu'on appelait aussi le Western Roll, qui incorporait comme une espèce de rotation du torseau en même temps. C'était spécial. Okay. Mais tout ça pour aboutir en 68 au Jeux de Mexico, où il y a une innovation qui va changer le sport à jamais. Et son auteur, Mathieu, c'est Dick Forsberry. C'est un type particulier aussi. Dick Forsberry est décrit comme une curiosité par certains. OK. Certains sont des personnes, lui, c'est une curiosité. C'est une curiosité. Et vraiment, là, n'adhère pas à l'image d'un athlète conventionnel parce que de formation, c'est un ingénieur, Dick Forsberry. Et se basant sur des principes de physique, il va concevoir un nouveau modèle de saut qui, selon lui, aurait un meilleur potentiel de succès. Et donc, c'est avec cette idée-là en tête qu'il arrive aux Olympiques de Mexico en 1968. Plus ou moins préparé, nous dit-on. Apparemment que le jour d'avant, il est allé voir les pyramides mexicaines des peuples... De Giza. Des peuples mayas. Ah, Maya, ouais, non. Giza, c'est ça. Et puis, va se présenter dans sa caravane au coucher du soleil. Dis-moi qu'il apporte une échelle. Spontanément. Je sais pas. Mais pour sauter, je veux dire. Le lendemain arrive aux Jeux olympiques et surprend tout le monde lorsqu'il s'élance pour la première fois en menant son saut avec le dos. Donc, il va avec le dos. C'est lui qui a révolutionné ça. Et puis, surprise, ça marche, Mathieu. Ça marche très bien. Il va réussir plusieurs sauts. Il va réussir 2,20 m. Deux autres compétiteurs aussi qui vont réussir 2,20 m. À 2,22 m, oui, pardon, il se démarque d'un de ces deux compétiteurs et à 2,24 m, il est incontesté. C'est le champion des Jeux olympiques 1968, saut en hauteur avec cette nouvelle méthode. L'ingénieur, remporte la médaille d'or. Et c'est ainsi que le saut en hauteur moderne est né. C'est grâce à Dick Forsberry qui va présenter cette nouvelle méthode qui maintenant est la méthode indisputée. Le saut. Incroyable. Fou comment un simple ingénieur jadis était capable de remporter des Jeux olympiques. C'est quelque chose à voir avec le centre de gravité qui restait en dessous de la barre. C'était très scientifique, ça. Je te crois aussi. Puis il était, tu sais, comme... Le gars, il avait pas l'air bien quand il était devant la foule. Comme il était
il avait l'air anxieux, gêné. Il pratiquait ça sur son îlot dans sa cuisine et là se retrouve devant une arène. Ouais, ça n'avait pas l'air d'un athlète trop, comme il était vraiment pas conventionnel. Il devient un peu la tradition. Et pourtant. Mais il y avait quand même un bon frame, grand, élancé, puis il savait comment s'y prendre. Absolument. C'était bien. J'adorais faire cette recherche, d'ailleurs. Je pense que je vais aller voir pour encore plus de détails sur certains, même d'autres exploiteurs de règles. Mention honorable aussi à l'équipe des Oilers de 83 qui ont changé le café de l'équipe adverse dans le temps pour du decaf. Et donc, bon, les ont carrément envoyés en dehors de leur match et ont gagné pour la première fois de leur histoire de la Coupe cette année-là, 83-84. J'ai tellement ri quand j'ai su ça, c'était incroyable. Le fait qu'il l'avoue à l'équipe adverse aussi m'a fait brailler. Mais bon, c'est temps de passer aussi à nos 3 étoiles de la semaine, de cette semaine. Pour ma 3e étoile, rapidement, Floriane Jourde, milieu de terrain canadienne, qui a eu un bon contrat de 3 ans avec le Paris Saint-Germain, le soccer canadien qui est en hausse depuis quelques années maintenant. Et Floriane Jourde, côté féminin, certainement va aider à cette cause-là. 3e étoile de ton côté? Je vais aller avec le combo Kvitova-Kyrgios qui réintègre le US Open. Tu peux leur lancer des fleurs. Oui, en fin d'été, juste parce que c'était le thème de l'émission. Okay. Je trouve ça drôle et surprenant. Kvitova, vraiment. C'est drôle, je ça. Je m'attendais pas à le voir. Et puis, c'est incroyable ce que ça peut faire, là, les Protected Rank. C'est tellement drôle. On va rester côté tennis. Yannick Sinner remporte Wimbledon. Bien sûr. Faut que je lui donne. Finalement, fini le Vendetta avec Alcaraz. Le Vendetta, la séquence de défaites, plutôt. Ça commence un Vendetta. Et on va remporter Wimbledon pour la première fois de sa carrière aussi. Fin de 2 Wimbledon consécutifs pour Carlos Alcaraz. Ouais, moi, Mathieu, j'y vais avec Tadej Pogačar pour ma 2e étoile parce que le Tour de France se poursuit. Absolument. Et puis, il est en train là, d'augmenter son écart. Là, maintenant, 4 minutes 7 au total d'avance sur Vingegaard. C'est encore jouable, mais Pogačar, vraiment, qui semble se distancer de la compétition et qui est en bonne voie de remporter son 3e Tour de France. Tadej Pogačar. Quel nom. Quel nom incroyable. Première étoile. Oui, le Slovène en plus, Andrzej Kopitar. Première étoile de ma semaine, Phil. C'est une nouvelle récente. C'est une nouvelle d'aujourd'hui. Oh, OK. Yaroslav Halak qui accroche les patins, légende du Canadien de Montréal. Je croyais que tu allais dire qu'il avait signé encore. Non. Se retire du sport, malheureusement. Écoute, là, il n'y a pas grand-chose qui va battre le Yaroslav Halak de 2010 en série contre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington. Et bon, après cette série-là, c'est là que Price se dit non, toi tu goals plus ici et je vais faire tout le travail. Mais félicitations à Yaroslav Halak, toute une carrière que tu as connue, notamment avec les Islanders, les Rangers et le bon vieux CH. Et moi, je termine ça avec Cal Raleigh, Mathieu, qui a remporté le Home Run Derby. Fallait le mentionner quand même. Absolument. Avec 38 longues balles. Donc, ça en fait quand même beaucoup. Je pense que le record, c'était 41. Il n'était pas loin. Donc, c'est incroyable. Ouais, et puis, il connaît une saison incroyable aussi. Et a même surpassé. Il trône au sommet présentement devant des gros noms comme Judge et Ohtani. Donc, quel homme. Grosse saison. Cal Raleigh. D'accord. On parle un peu plus de baseball récemment. J'aime bien ça. Là, c'est la mi-saison, bien sûr. On va probablement en parler lorsque les grandes séries arrivent. Tu l'avais mentionné l'an passé, toi, les grandes séries du baseball. L'un des événements les plus plaisants à regarder, selon toi, et j'en suis entièrement d'accord. Là que les Blue Jays vont être là, ça va être encore plus plaisant de les regarder. Mais avec tout ça, c'est ce qui termine le 66e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode Josh Ho-Sang. On avait dit Mario, mais là, ça va être Josh Ho-Sang. C'est correct. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes version audio sur Apple Podcasts et ou Spotify, ou bien sûr à l'antenne de Rogers TV, les chaînes 9 et 10 au Nouveau-Brunswick. Sur ce, on se dit bon match! Une production de Podcast NB.